Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire pré-période estivale autour des questions de la QVCT et bien évidemment des questions de management qui sont le cœur de métier de Chronos. Alors je suis ravi d'être avec vous, je m'appelle Pierre Egido, je suis le patron de Chronos et je suis accompagné de Béatrice Pérez qui va se présenter dans quelques instants et de Cécilia qui n'aura pas l'occasion de se présenter mais qui est juste à côté de Béatrice qui a un rôle central puisqu'elle va recueillir vos questions, remarques, suggestions et qu'elle s'assure que techniquement tout se passe bien. Alors, pourquoi sommes-nous là et pourquoi avons-nous décidé de prendre la parole en cette période ? Eh bien, parce qu'en août 2021, en août dernier, l'État a décidé de renforcer toujours un peu plus ce sujet de la question de la santé au travail avec une exécution de l'évolution de la loi santé-travail qui était promise et donc mise en œuvre au 31 mars 2022. Donc depuis, et vous le savez, un peu plus de 2 mois, les entreprises doivent exécuter une amélioration de cette question du rapport à la santé au travail avec 4 gros sujets que vous avez dû percevoir évidemment si vous êtes intéressé au sujet. Le sujet majeur parce qu'il est important d'améliorer les pratiques, c'est une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Le suivi de la santé des salariés qui est renforcé, le renforcement de la prévention au travail d'une manière générale, et puis la formation des élus qui est renforcée elle aussi. Alors, c'est toujours très intéressant de renforcer la formation des élus et c'est important, mais nous défendons, puisque depuis 35 ans, nous accompagnons les entreprises sur le développement des compétences managériales, nous défendons l'idée mordicus que tout le monde, évidemment, doit monter en compétences, se muscler, et que ça se fait aujourd'hui avec l'ensemble des collaborateurs du corps social. C'est pour ça que nous croyons beaucoup à la question de l'empowerment, qui est un anglicisme qui peut ne pas être apprécié par les puristes, et je vous l'accorde largement, mais qui défend une idée importante qui est du développement du pouvoir d'agir, et donc de permettre à chacun dans l'entreprise ou dans l'organisation de pouvoir agir sur ce qui lui arrive, et sur cet environnement, conditions de travail, qualité de vie au travail, et c'est en ça que nous prenons la parole. Alors, le contexte nous amène là, par la législation, toujours à renforcer, à reprendre la parole et accompagner les entreprises pour améliorer les pratiques. Et ce qu'on peut se dire, parce qu'on est en France, c'est que le contexte continuera à cristalliser un peu les sujets et que l'on va certainement enchaîner dans les mois et les années de nouvelles réglementations qui seront toujours un peu plus fortes autour de ces questions de qualité de vie, de conditions de travail, de risques psychosociaux. Et donc, sans attendre que le législateur continue de nous inviter à avoir des pratiques plus harmonieuses et plus respectueuses, il est évident que nous sommes tous concernés par ce sujet et que on pourrait rêver, fantasmer d'un monde où le législateur serait surpris, et ça arrive parfois parce que plein d'entreprises font mieux que ce que demande la loi, et que finalement la pratique, la jurisprudence soit en avance sur la législation. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut proposer à ce corps social, à notre capital humain, comment est-ce qu'on peut proposer une approche à la fois concrète, utile, pragmatique, mais aussi facile à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie et les conditions de travail et réconcilier ce sujet avec la question de la performance. Et donc, c'est une prise de parole de 45 minutes, donc très courte, évidemment, d'un acteur engagé depuis 35 ans sur ces questions de management et de dynamique humaine, avec Béatrice, à qui je laisse la parole, qui est une experte des questions de performance, puisque Béatrice a derrière elle 17 ans de direction financière dans des grandes entreprises et qu'elle a fait son coming out, comme on aime à le dire ensemble, c'est-à-dire qu'elle est venue aux ressources humaines et c'est elle qui va vous apporter ces éclairages. On va co-animer ça ensemble pour essayer de vous apporter quelques repères, mais aussi quelques convictions sur les bonnes pratiques à enclencher pour nos managers dès maintenant, sans attendre que la loi nous l'impose. Béatrice, je te laisse la parole. Merci Pierre, et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc pour cette thématique effectivement qui nous tient à cœur,
Voilà, moi je suis effectivement aujourd'hui, je fais mon coming out puisque je suis coach pro et formatrice et consultante. Donc j'accompagne sur toutes les transformations qu'aujourd'hui nos clients vivent. Après 17 années, effectivement, en direction financière, au service de la performance et des chiffres, et toujours cette casquette manager, leader qui m'a permis justement de me dire et l'humain dans tout ça pour aller rechercher cette performance durable. Ce que du coup nous vous proposons avec Pierre aujourd'hui, c'est d'aller sur cette loi santé-travail et ce qu'elle peut induire du coup sur cette notion de performance. Voilà, trois temps. D'abord parler de la QVCT. Finalement, pourquoi est-ce une bonne nouvelle que la législation s'intéresse encore plus à la qualité de vie au travail? Quels sont les nouveaux repères auxquels nous devons que nous avons aujourd'hui, auxquels nous devons faire face? Et enfin, un troisième temps, finalement, avec tout ça, comment agir au quotidien? Parler de la QVT, donc la loi qui a été du coup promulguée et qui est en marche là depuis fin mars 2022 nous permet de parler non plus de QVT, la qualité de vie au travail, mais vraiment de la QVCT, donc de la qualité de vie et des conditions de travail, ce qui va permettre certainement d'écarter certain nombre d'artifices qui ont contribué parfois à brouiller les messages. En effet, l'amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs doit s'inscrire indiscutablement dans une série d'actions sérieuses et connectées de manière directe à celle des conditions de travail. Autrement dit, c'est aussi l'occasion d'en finir avec les actions telles que les cours de yoga, les baby-foot, etc., qui n'entrent pas dans ce périmètre et qui sont pour autant considérées, à tort, comme des actions QVT. Donc la QVC, avec le C de plus, T, nous ramène donc en effet aux sujets centraux des organisations en entreprise, les pratiques managériales, le maintien dans l'emploi, les trajectoires professionnelles, la conduite des transformations. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les coûts engendrés par cette non-qualité de vie et qui se voient à travers certains indicateurs RH et qui du coup sont un coût pour l'entreprise, a intéressé l'Organisation internationale du travail et qui, en 2019, avec sa commission mondiale sur l'avenir, a vraiment du coup rappelé à l'ordre en disant qu'il fallait une approche centrée sur l'humain, en plaçant les personnes et le travail qu'elles accomplissent au centre de la vie économique et sociale. Ce que je vous propose du coup, c'est juste de revoir rapidement quels sont les 4 objectifs poursuivis par la QVCT, par la loi. Définir l'égalité femmes-hommes, qui est un premier objectif que nous connaissons, égalité parfaite aujourd'hui avec Pierre. Promouvoir des conditions favorables de réalisation du travail, donc c'est ce qu'on va aller rechecker. Renforcer également la démarche de prévention des risques psychosociaux et enfin accompagner les transformations du travail et des organisations. Ce qui est intéressant, au-delà des objectifs poursuivis, ce sont les nouveaux axes aussi prioritaires qu'a mis en place la QVCT et nous allons parler des pratiques managériales. Pratiques managériales, effectivement, déjà, est-ce qu'elles existent dans mon entreprise? Est-ce que si elles existent, sont-elles efficaces? Autre point important dans les axes prioritaires, c'est deux indicateurs, deux KPI intéressants et suivis par nos amis RH, que sont l'absentéisme et le turnover. Sur l'absentéisme, si on fait un petit point d'actu il y a 2022, sur les stats sortis sur 2021, le taux d'absentéisme revient à son niveau d'avant Covid. On est à peu près à 5% de taux d'absentéisme, avec, dans l'étude qui est sortie, des différences qui sont quand même très marquées par rapport à l'avant Covid, notamment que l'absentéisme des cadres a diminué fortement de 10%. En parallèle, celui des non-cadres a augmenté de 7%. Un absentéisme aussi qui est plus fort chez les jeunes en entreprise. Et un point important, une durée aussi moyenne des arrêts de travail qui sont à la hausse pour l'ensemble de la population dans ce cadre-là, et particulièrement marqué chez les cadres. Autre indicateur également, le turnover. Donc là, l'INSEE, sur les statistiques de 2021, indique un turnover moyen en France de 15%. Sur la lecture du taux de 15%, aujourd'hui, c'est affirmé comme un taux élevé versus l'échelle des 5% où on est plutôt sur un taux faible, sachant qu'effectivement, ce taux de turnover peut monter jusqu'à 50-70% sur des secteurs qui sont aujourd'hui en crise, comme on l'entend sur l'hôtellerie, la restauration, par exemple.
Autre axe prioritaire qui est du coup couverte aussi par cette loi et qui est la conduite des transformations. Aujourd'hui, EY indique que 90% des entreprises sont engagées dans des mouvements de transformation. Dans les mouvements de transformation, on entendra effectivement la transformation digitale qui aujourd'hui nous amène à changer nos organisations, à retravailler aussi toutes les fonctions, toutes les tâches amenées, tous les systèmes d'information, tous les processus aussi qui sont retravaillés. On va aussi parler dans la transformation des business models. Quel business model n'a pas été impacté aussi encore plus avec la crise que nous venons de vivre et que nous continuons à vivre. Toutes ces transformations-là amènent des impacts humains qu'il est important de prioriser dans nos conduites au quotidien. Les rythmes de travail, qui est également un axe prioritaire. On l'a vu aussi avec tous les changements initiés avec notamment le mode hybride et le télétravail. Et enfin, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui était déjà un axe prioritaire et qui aujourd'hui est discuté toujours en one-to-one lors des entretiens professionnels avec nos collaborateurs. Alors l'idée, c'est de se dire que finalement, aujourd'hui, ce cadre légal devient vraiment un cadre formidable pour parler de la QVT au travail, mais surtout par le travail. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de la qualité de vie au travail, on va surtout travailler à satisfaire les salariés en travaillant sur tout ce qui va être périphérique au travail. Donc les locaux, la convivialité, etc. Et de l'autre côté, on va vraiment axer sur la qualité de vie par le travail, qui va vraiment viser à responsabiliser les collaborateurs et les rendre du coup plus performants en agissant sur la qualité de leur travail. Ce qu'on peut peut-être rajouter, Béatrice, ici particulièrement, c'est que l'histoire est têtue. On a là une loi qui date de août 2021, en exécution au printemps 2022, et donc qui est une loi qui renforce un sujet à l'issue de la pandémie. Et si le législateur rajoute cette question des conditions de travail, et cette lecture est très intéressante, on passe la QVT au travail par le travail, c'est pour rappeler que le travail ne se fait plus toujours au travail. Et que même si c'était déjà le cas avant, et bien avant pour tous ceux qui ont lu des revues, des articles, des webinaires sur l'histoire du télétravail, ça existe. Le travail déporté, il existe depuis très 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 longtemps. Simplement, il est massifié et la technologie a permis de le structurer, de le massifier. C'est bien donc les conditions de travail qui sont essentielles maintenant, à la fois quand on est chez soi et aussi quand on est sur site. Et ça pose la question, et une question qui nous est interrogée par les générations en cours, qui montent sur la qualité du travail qu'on donne aux gens. Par le travail, c'est ça qu'il faut entendre, c'est la qualité du travail qu'on donne aux gens, la qualité des tâches, la qualité, la clarté des objectifs, la qualité relationnelle. Il y a vraiment un mouvement très intéressant qui est étudié en sociologie des entreprises et des organisations. La sociologie du travail travaille là-dessus depuis des dizaines d'années. En quoi le travail est un opérateur de santé, et pourquoi le travail n'est pas forcément quelque chose qui, comme son étymologie le dit, tripalium, nous étire. Le travail peut être quelque chose de formidable, et ça n'est pas toujours, sans démagogie, une question de qualité des locaux ou d'accès à un distributeur ou à une crèche, mais c'est lié aussi à des choses fondamentales qui sont les pépites qui sont sous notre contrôle. Et l'idée, c'est de se rappeler qu'il y a déjà plein de choses qu'on peut améliorer sans mettre en place de lourds investissements et enrichir le travail de nos collaborateurs, réinterroger ce qu'ils font, c'est redonner un sens au travail. Et ce qui fait que les gens aiment leur travail, c'est précisément le sens qu'ils leur donnent. Voilà. Exactement. Et c'est c'est vraiment le C en plus, une lettre, mais vraiment qui va remettre au cœur du système la notion de conditions de travail. Et ça passe aussi par, Pierre, par une excellente connaissance et aussi compréhension du terrain pour aller vraiment déceler finalement les besoins fondamentaux qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs les besoins fondamentaux des collaborateurs, mais qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont remontés dans les baromètres sociaux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que rien ne remplace l'observation in situ et une vraie connaissance fine
des métiers finalement et du contenu du travail. Et quand on regarde aussi finalement qui d'autre pour animer ce in situ et qui d'autre pour avoir cette connaissance aussi terrain métier et l'animer, c'est évidemment le manager. Là, le lien, il se fait facilement entre du coup les pratiques managériales qui sont dans l'entreprise et la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que pour être performante dans l'entreprise, que les objectifs soient réalisés, que le budget visé soit atteint, on a besoin de l'engagement des collaborateurs et cette notion d'attractivité aussi de l'entreprise qui fera venir les différents talents dont on a besoin. Toute cette performance est jouée aussi sur les pratiques managériales. Parce que mes pratiques managériales auront un effet sur mon organisation, sur la compétence des collaborateurs, sur la façon dont je vais les animer, les amener toujours à comprendre ce qu'ils font, à donner le sens, le pourquoi. Et ça va forcément, ces pratiques managériales, influencer sur cette qualité de vie, des conditions de travail, de façon positive, parce que voilà, les bonnes pratiques managériales seront présentes, mais aussi de façon négative dans le cas contraire, si mes pratiques managériales ne permettent pas d'amener plus de coopération, plus de créativité, de prise d'initiative ou encore voilà de proximité, on peut du coup avoir très facilement une dégradation de cette qualité de vie et conditions de travail. C'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui on insiste sur vraiment ce lien entre ce que recherche chaque entreprise, être là encore peut-être dans 30 ans, avoir son business model qui s'adapte, et du coup les collaborateurs qui sont vraiment le capital humain, ceux qui vont faire grandir cette entreprise et lui permettre d'être là demain. Dans ce deuxième temps de webinaire, c'était de vous amener sur de partager les nouveaux repères que nous avons identifiés à travers différentes études et se dire que sans surprise peut-être, et encore, on peut encore se poser la question de savoir, tiens voilà, le télétravail qui se normalise. Aujourd'hui, les études montrent que 38% des salariés du secteur privé pratiquent le télétravail, ce qui n'était pas le cas avant, et 1 sur 2 aujourd'hui télétravail de manière contractualisée. Donc nous, on a vu effectivement aussi la mise en place de pas mal d'accords de télétravail et comment du coup nous pouvons les accompagner à la fois côté collaborateur, parce qu'il y a du changement, et aussi du coup côté pratique managériale. Voilà, à se noter qu'en moyenne, ce qui a été choisi, c'est 2 jours par semaine. Alors, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on a voulu creuser, c'est de comprendre finalement pourquoi le télétravail se normalise, alors qu'il aurait peut-être été plus simple de se dire, OK, on a connu ça, c'était une parenthèse, on a connu le Covid, OK, on revient à 2019 et on oublie ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Eh bien non. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on analyse ce que nous dit le marché, une analyse à double entrant, c'est-à-dire premier entrant côté collaborateur et un deuxième entrant qu'on verra aussi côté dirigeant et côté manager, ce qu'ils en pensent. Voilà. Côté collaborateur, ce qui revient, c'est que déjà un collaborateur sur 2 souhaite vraiment travailler en mode hybride et que aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas sur les 2 dernières années, 2/3 des collaborateurs ont vraiment fait le choix de travailler en hybride. Pourquoi ils ont fait ces choix ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de flexibilité. Ils redevenaient acteurs aussi de leur emploi du temps, de leur façon de gérer le travail. Et ça, c'est un point important. Deuxième point, diminution de la fatigue physique. On a tous entendu effectivement l'effet positif sur les déplacements, notamment, et qui a gagné 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Donc ça, c'est aussi un point qui revient de la part des collaborateurs. Une amélioration qui s'en ressort du coup du bien-être et de la santé, et aussi une plus grande efficacité dans le travail, ce qui est à la fois étonnant et percutant, puisque c'était une des premières craintes effectivement de dire oula, mon collaborateur est en télétravail, que va-t-il se passer ? Ou moi, collaboratrice, je suis en télétravail, comment je vais faire ? Voilà. Ce qu'il en est ressorti aussi de ces 2 années pour les collaborateurs d'expérimentation du télétravail, c'est que finalement, on a appris à se définir des activités télétravaillables qui demandent plus de concentration, où je suis du coup plutôt en home office et du coup moins dérangée et tac, j'avance beaucoup plus vite. On a aussi appris à faire des réunions beaucoup plus pertinentes ou exigeantes, c'est-à-dire je fais attention à qui j'invite, je fais attention à mon ordre du jour et je m'assure qu'il y ait bien des objectifs, un niveau d'exigence du coup qui a été recalé pour gagner en efficacité. Côté dirigeant, que pourraient penser nos dirigeants ? Que pensent-ils ? Eh bien, 2/3 des dirigeants pensent que cette nouvelle forme de travail va continuer à se développer. Et même 84% souhaitent vraiment la déployer au sein de leur entreprise de façon pérenne.
Alors pourquoi? Quand on les interroge, tout simplement parce que ça répond à une demande sociale. On vient juste de le voir avant, effectivement, avec les attentes des collaborateurs. Améliorer la productivité des salariés. On parle d'efficacité et productivité côté dirigeant. Renouveler les pratiques managériales est aussi un point attendu et souhaité par les dirigeants parce qu'ils ont été tous aussi bousculés côté dirigeant et côté manager sur leur posture. Voilà, 36% des managers se sont sentis très bousculés sur la façon de pratiquer leur management. Donc, c'est l'occasion de se reposer aussi toutes les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? D'attirer et fidéliser les talents, donc on se l'est dit, et de diminuer l'absentéisme, qui est un KPI important et suivi dans nos entreprises. Alors, un prérequis aussi, et qui fait partie pour réussir le mode hybride, et qui ressort des attentes communes des collaborateurs et dirigeants. Ils vont se retrouver, sur la qualité de réseau et de la sécurité informatique, évidemment. Ils se retrouvent aussi, ce qui est intéressant, sur une certaine souplesse par rapport aux règles collectives. Les entreprises qui ont pu, du coup, travailler ou qui commencent sur le mode hybride en disant, maintenant on y est, va falloir retravailler nos règles collectives, nos chartes managériales, ou la façon dont on a envie de travailler ensemble, se sont aussi rendus compte qu'au-delà donc le cadre est important et la souplesse va amener aussi ce rapport individuel à chacun parce qu'on va prendre bien plus en compte du coup l'individu versus tout l'aspect collectif, une règle et on n'en déroge pas. Et une évolution des pratiques managériales qui est attendue des deux côtés, donc ça aussi c'est important. Si on fait un zoom sur justement les attentes collaborateurs sur les trois niveaux sur lesquels aujourd'hui ils attendent aussi l'entreprise. En termes de management, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir plus de confiance, plus d'encouragement, plus de possibilités de prise d'initiative et de droit à l'erreur. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, c'est peut-être du déjà vu ou un poncif, sauf que ça ne l'est pas encore dans toutes les entreprises et même dans son entreprise, sur certains services, c'est pas encore ce qui est mis en œuvre. Et c'est ce dont on a besoin. Oui. Ce qu'on peut rajouter tout à fait, Béatrice, c'est que si c'est largement partagé dans les entreprises aujourd'hui, ça n'est pas encore descendu pleinement dans les pratiques. Et lorsque, nous, on a la chance de rencontrer des milliers de personnes par an, des milliers de managers qui sont eux-mêmes dans des strates managériales. Et il y a ce qui se dit dans la salle de formation, de conférences, de codev, et puis il y a ce qui se dit à la pause, dans les moments off. Et il y a un vrai décalage entre ce qui est affiché encore aujourd'hui. Et pourtant, ces sujets, qu'est-ce qu'ils sont simples finalement? Ils sont purement humains, assez simples, et il reste des pierres précieuses, des fragilités, des transformations humaines actuelles dans les entreprises. Et là, il y a un défi pour tout le monde, majeur, parce qu'à force d'en parler et de ne pas le vivre, on crée d'énormes frustrations. Ouais. Et ce qui se passe sur la question du turnover, par exemple, qui est un indicateur, là, on l'a présenté, qui est assez impacté en ce moment. Après, il faudrait regarder dans quel secteur, sur quel type de population, sur quel type de métier, mais évidemment que ça fragilise les entreprises lorsqu'on commence à parler du turnover des talents ou des jeunes générations qui sont censées apporter les nouveaux savoirs, les nouvelles énergies, etc. Et qu'au bout d'un moment, on leur dit confiance, encouragement, droit à l'erreur, feedback, etc. Et qu'au bout de quelques semaines, ils ne le vivent plus. Et il y a des choses qui ont changé, c'est l'autorisation de partir, de quitter l'entreprise. Et ça, c'est majeur dans toutes les grandes entreprises, les ETI, les grosses PME qu'on accompagne. Et on a des DRH qui sont dépourvus parce que toute la politique RH va dans ce sens-là, mais ils constatent, et on le sait tous, que la pratique au quotidien dans le détail ne se fait pas. Et la question, c'est comment aligner ça une bonne fois pour toutes ou avancer vers ce chemin-là parce qu'on pourra toujours avoir un législateur qui impose toujours un peu plus de qualité de vie, de conditions de travail ou d'autres choses. On pourra toujours avoir de beaux slogans dans les entreprises et des démarches, des projets. Si ça ne descend pas, si chaque collaborateur ne comprend pas son rôle et si chaque manager ne joue pas un peu plus le jeu sur ce sujet-là, c'est un long chemin, mais ça finira par fragiliser profondément l'entreprise. Et c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entreprises. Exactement. Et dans les attentes également des collaborateurs sur l'organisation, on s'est dit souplesse et flexibilité, notamment sur la gestion du temps de travail. Et ce qui revient, qui peut être peut-être nouveau sur la gestion des espaces, pour avoir connu peut-être des home office pour ceux qui peuvent d'avoir des espaces isolés.
eh bien effectivement, quand je reviens au bureau, j'ai aussi besoin peut-être d'un espace et un bureau individuel, et en tout cas d'espace de convivialité ou de lieu de rencontre encore plus présent et permettant l'ensemble des échanges et la place à la créativité. Côté dirigeant, leur priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est la communication auprès des collaborateurs et la communication entre collaborateurs. Ça c'est vraiment ressorti. Je ne vois pas mon collaborateur à la machine à café, je ne le vois pas en présentiel, je ne peux peut-être pas lui passer la bonne information ou l'information, et les collaborateurs entre eux. Donc, ils se sont rendus compte que, et la communication à distance, qui pouvait être aussi une difficulté dans l'appréhension d'un mail, l'appréhension d'un texto, etc. De dire que la communication, c'est un point prioritaire. La mesure de la productivité aussi, parce qu'on se parle de plus d'efficacité, de plus de productivité, mais du coup, comment je peux la mesurer? Et enfin, clairement, la prévention des risques professionnels, qui est leur priorité, puisqu'ils se sont bien aperçus aussi pendant cette période des difficultés. Et ce qui me permet du coup, sans transition, de rebondir sur un chiffre de 41%. 41% des personnes interrogées ont estimé que la crise sanitaire a eu des effets néfastes sur leur santé mentale. Donc ça, c'est une étude qu'a réalisée Malakoff Humanis, qui a été publiée en septembre dernier, et qui nous fait prendre conscience des effets néfastes qu'a pu avoir la crise sanitaire, et du coup, qu'est-ce qu'on en fait en fait de tout ça, de se dire voilà, pendant cette période, il y a eu de la suradaptation de la posture managériale parfois, parce qu'il y a eu des nouveaux repères de management, il a fallu encore plus accompagner. Est-ce que j'ai vraiment bien accompagné? Il y a eu une suradaptation également de l'animation des collectifs de l'équipe. Il a fallu que je revoie tous mes outils, la façon de mener les réunions, de gérer le présentiel, le distanciel. Il a fallu que je gère aussi des décrochages de certains membres de l'équipe. Et puis, il y a lié à tout ça aussi une fatigue cognitive qui complique encore plus la concentration dont on a besoin, et souvent l'impression aussi de ne pas avoir les moyens de bien faire son travail. Et c'est vrai que nous disent, oui. Pardon Béatrice, ce que nous disent les médecins du travail, les psychologues, c'est que la période dans laquelle on est là depuis 3-4 ans, 3 ans, on empile et on sédimente les couches de stress. Il y a eu la pandémie, la vague 1, la vague 2. Alors, on était tous un peu plus tordus quand même à la vague 2 qu'à la vague 3. La vague 3, je sais plus à quelle vague on s'est arrêté. À un moment, il faut retirer sa planche et repartir sur le sable. Et puis, ça s'est à peine terminé. Et je le dis avec beaucoup de respect parce que nous ne sommes pas en guerre, mais on a une guerre qui se déclare aux portes de l'Europe. Et donc, on a des conditions psychologiques et émotionnelles qui sont extrêmement dures. Alors, nous, on vit pas la guerre. On a beaucoup de chance, mais en revanche, ça se rapproche et ça crée toujours un peu plus d'anxiété, de stress, et ça touche à des choses extrêmement intimes. Et là, on est en dehors des compétences hard du manager. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un collaborateur que je sens de plus en plus fragilisé par la sédimentation des couches de stress, hein. Gardez bien cette idée parce qu'elle est majeure. Et dans la sédimentation, il y a quelque chose de l'ordre de ça reste, ça appuie. Et c'est pas juste à coup de campagne ou de slogan qu'on va régler le problème. Il y a quelque chose de profond à travailler dans le temps avec les personnes, un soin particulier. Et la loi santé-travail on est dans un anachronisme, hein, elle préfigurait la deuxième grosse couche de stress avec la guerre en Ukraine, mais n'empêche qu'elle nous alerte encore plus là-dessus. Et ce chiffre est puissant. Parce qu'effectivement, on voit qu'au-delà de l'entreprise, il y a quand même un climat, il y a une agressivité, il y a une sensation particulière en ce moment dans la société. Et évidemment, l'entreprise est poreuse de ça. L'entreprise n'est pas un lieu hermétique sous cloche. L'entreprise est faite des citoyens, elle est faite des femmes et des hommes de la cité. Et donc forcément, viennent ces citoyens dans l'entreprise avec ces dysfonctionnements. Et on demande à des managers au travail de faire que le travail devienne opérateur de santé. Et c'est là toute la complexité du défi qui nous attend. Et justement, pour répondre à ce défi, il est intéressant d'avoir en tête, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, les 5 facteurs de stress qui peuvent amener à de l'épuisement et qui aujourd'hui ont été plus qu'exacerbés, notamment du coup avec la crise, comme tu l'as dit, Pierre. Premier facteur de stress, la surcharge de travail. On va parler de surcharge qualitative, c'est-à-dire qui est plutôt liée finalement
à ce qu'on va donner aux collaborateurs, et c'est non pas un volume trop élevé de tâches, hein, mais ça va être des tâches qui vont vraiment dépasser nos compétences. Et dans ces cas-là, ça va devenir complexe. Et ça, évidemment, c'est stressant pour le collaborateur. La surcharge quantitative qu'on va connaître forcément plus facilement avec voilà, le volume de travail qui est donné. Et il faut aussi avoir en tête la notion de deuxième facteur de stress, de sous-charge de travail, qui dans certaines entreprises existe réellement pour X raisons et qui s'est encore plus révélé avec le télétravail et qui peut du coup amener un vrai désengagement, une vraie démotivation. Le monde hybride nous a apporté soit de la surcharge, soit de la sous-charge. Les collaborateurs ont dû du coup nager avec ces deux facteurs de stress pour parfois fournir encore plus d'efforts en télétravail parce qu'il y avait des préjugés liés au télétravail. Tout le monde a eu la blague, tu télé ou tu travailles, et donc l'idée c'est vraiment de passer au-dessus de ça et en tout cas d'en prendre cause aujourd'hui. Idem sur quand on manque d'informations, quand on n'a pas les compétences associées pour pouvoir s'occuper d'un dossier, on est dans cette mouvement de stress qui peut être très fatigant. La surcharge qualitative est très importante, Béatrice. C'est vraiment chouette de le rappeler ou de le dire parce qu'elle parle aussi de ces tâches, de ces missions, de ces métiers qui sont en train de bouger sans que l'on ait mis des mots dessus. Il y a stretching de missions là, même chez nous, chez Chronos, les métiers ont bougé et parfois simplement le voir, le reconnaître, l'entendre, mettre des mots dessus, c'est soulagé. Et la reconnaissance, on a là dans la salle d'à côté un webinaire privé pour un nouveau client sur la question de la reconnaissance. Il y a plus de 600 personnes qui sont connectées là en même temps. Voilà, c'est un sujet qui préoccupe et reconnaître. Moi, si on me reconnaît, ça repose sur les besoins fondamentaux psychologiques des êtres humains. Reconnaître que mon métier a bougé, reconnaître que c'est difficile pour moi en ce moment, ça peut faire une partie du chemin pour que je m'accroche et que je me batte et que j'accepte un certain nombre de choses. Pas tout, parce que tout n'est pas acceptable, mais que j'accepte un certain nombre de choses et que je m'engage dans la transformation de mon métier. Il fait exactement le lien avec le troisième facteur de stress, Pierre, qui est le manque de soutien et de reconnaissance de l'employeur. C'est-à-dire que qui n'a pas un jour se dit j'ai accompli tel travail, tel sujet, tel dossier a été rendu et j'ai l'impression de ne pas avoir été reconnu à ma juste valeur. Donc ça c'est un sentiment qui aujourd'hui se généralise de plus en plus et qui présente un facteur de risque. Ce manque de reconnaissance va causer un détachement vraiment émotionnel du collaborateur et vraiment une perte de sens dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Ce sentiment de ne plus être écouté ou de ne pas être reconnu est un phénomène qui est important et qui est encore plus fort avec la distance que met le télétravail. Avec cette notion, effectivement, aussi, au-delà du soutien de la reconnaissance, il y a une perception des collaborateurs qui était plutôt de contrôle supplémentaire. Là où peut-être un manager a voulu même dire je vais être peut-être en soutien ou peut-être un peu plus de reconnaissance, mais la perception n'a pas été la bonne. Et puis effectivement, je suis loin de mon collaborateur, je suis loin de mon manager. Finalement, on n'aura plus ce système de petite reconnaissance off qu'on pouvait avoir ou des interactions rapides qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est aussi un facteur de stress important. Le quatrième facteur de stress sur lequel aujourd'hui il est intéressant de se pencher, c'est le manque de confiance et d'autonomie. Alors là, oui, le manque de confiance, on l'a vu, on l'a travaillé avec nombre de nos clients, puisque la confiance a priori, qui est un sujet important et qui doit se comprendre et se vivre au quotidien, a été mis à mal aussi avec le télétravail, puisque je ne te vois pas, je ne sais pas ce que tu fais, voilà, ça crée de la méfiance. Et on va à l'envers de ce qu'on attend, confiance et derrière aussi, là, du coup, l'autonomie. Dans cette recherche d'autonomie aussi, c'est à chacun de se dire dans quelle mesure je peux effectuer une tâche de la manière dont je l'aperçois la plus efficace en termes de production, et puis de ne pas créer du coup cette insatisfaction derrière quand il y a ce manque de confiance et d'autonomie, qui a été fort perçu notamment avec le modèle, le management hybride, puisque, je vous l'ai dit, beaucoup de retour au contrôle, la perte de confiance et plutôt une belle part à la méfiance. Enfin, le cinquième point
le 5e facteur de stress qui est important de prendre en compte, qui est la relation professionnelle tendue. On le sait tous, on passe la majorité de notre temps au travail, ce qui représente à peu près 2000 heures passées par an avec les mêmes personnes, à quelques semaines de vacances près, bien entendu, mais c'est un temps considérable et qui peut parfois déboucher sur des frustrations qui ne sont pas exprimées. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de relations professionnelles, on va vraiment regrouper l'ensemble des relations et des actions qu'on va avoir avec l'ensemble des parties prenantes au travail. Et quand les tensions existent, elles vont témoigner effectivement d'un climat professionnel dégradé. On va avoir des relations entre les acteurs qui vont être marquées généralement par une absence de communication et de coopération et une ambiance qui va être vraiment tendue avec parfois une situation conflictuelle larvée, voire complètement déclarée. Alors dans ces cadres-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des comportements des individus qui peuvent aller de l'agressivité à la manipulation, par de l'intolérance, voire le harcèlement, voire de la manipulation. On peut aussi se confronter à des comportements de groupe qui peuvent être plutôt passifs face à des comportements hors jeu, manquer de solidarité, manquer de soutien aussi face au groupe. Et enfin, on peut aussi voir un comportement du manager qui peut aussi dégrader ce climat relationnel du fait parfois de son manque d'autorité naturelle ou au contraire de son autoritarisme, ce qui va être beaucoup plus marqué par parfois son manque de tact ou d'empathie. Pour certains, ça va être je vois du conflit mais j'évite, ou pour d'autres, voilà, une gestion du favoritisme qui peut du coup enclencher certains conflits. Évidemment, quand ces conflits sont vécus au quotidien, ça devient un stress qu'il est difficile de supporter à long terme. Au-delà des facteurs de stress, les 5 facteurs de stress que nous venons de voir et qui peuvent être du coup augmentés avec ce nouveau monde et ces nouveaux repères qui sont les nôtres aujourd'hui. Juste une information aussi sur les attentes générationnelles suite à une étude qui a été faite avec ADECO. Voilà, on s'est dit les nouveaux entrants dans nos entreprises, ce qu'on appelle la génération Z, qui vont avoir entre 20 et 25 ans aujourd'hui. Ce qu'ils attendent de leur employeur, c'est la qualité de vie au travail, c'est leur premier point. Et c'est là, du coup, aussi, on se doit en tant que collaborateur, mais aussi en tant que manager, d'être vraiment présent sur qu'est-ce que, moi, à mon niveau, avec mon jeu, je peux apporter en termes de qualité de vie au travail, en termes de ce qui est attendu d'innovation dans les projets. On parle d'un projet plus que d'un poste, une entreprise qui va être transparente et éthique. Et avec une vision internationale, c'est le plus. On a donc aujourd'hui, pour conclure sur cette partie des repères aujourd'hui, et ce qui est intéressant et important et incontournable, je dirais même, à prendre en compte, c'est ce modèle hybride qui devient pérenne, qui l'est, de nouvelles attentes qui sont formalisées, des facteurs de stress qui sont connus et sur lesquels aujourd'hui vous avez la clé de lecture. Donc la question c'est comment agir, Béatrice? Exactement. Comment agir alors, si vous avez suivi cet épisode depuis le début, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un enjeu qui est de l'ordre de l'irrationnel. Et moi, si je m'étais écouté, j'aurais tendance à dire, vous êtes gentil, mais moi, je peux pas mettre un psychologue derrière chaque collaborateur. Parce que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la dimension psychologique, psycho-affective est très importante et que la performance de l'entreprise est sous-tendue par cet élément qui devient un facteur de différenciation. Eh bien, je vous dirais oui. Oui. Vous pouvez le refuser en bloc, vous pouvez couper ce webinaire maintenant, vous pouvez éteindre votre ordi tout à l'heure et dire c'est que le bande d'abrutis, c'est n'importe quoi, nous on continue comme avant. Je peux vous assurer que le mouvement de fond, c'est celui-là. Et en fait, il est là depuis très longtemps, ce mouvement. Simplement, les crises successives que nous vivons mettent des loupes et accélèrent, catalysent ces phénomènes. Mais la question du respect de la dimension humaine dans l'entreprise n'est pas une question récente, rassurez-moi. Ce n'est pas une question naissante. Ce n'est pas le Covid qui est venu nous interroger. Nous n'étions pas avant tous inhumains. Nous étions tous en chemin, employeurs, salariés, managers, sur cette question
des conditions de vie de travail, de ce rapport, du sens. Finalement, quel sens et quelle place doit prendre l'activité, le travail dans ma vie? Alors, Béatrice venait de nous montrer cette infographie là d'Adecco qui disait les nouvelles générations, c'est la qualité de vie au travail qui prime. C'est vrai, on pourrait y mettre quelques bémols parce que sociologiquement, ça dépend de quelle génération on parle. Voilà. On sait, il y a des études qui sont sorties avec l'ubérisation d'un certain nombre de métiers. Par exemple, les VTC, il y a quelques années, il y a des études très intéressantes qui étaient sorties et qui montraient comment ce modèle avait permis à plein de jeunes de milieux populaires d'accéder au travail et à l'entrepreneuriat. Alors, dans des conditions, on est d'accord, qui sont très discutables parfois. Voilà, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Mais ça a permis ça. Et ce qu'ils vont chercher, c'est pas forcément la qualité de vie au travail telle qu'on l'entend, telle que Béatrice expliquait, le baby-foot, le greenwashing, etc. C'est accéder à une organisation personnelle que je gère, être mon propre patron. Il y a un mot qui n'est pas là, mais qui plane, c'est avoir la liberté de pouvoir choisir, ou en tout cas de ne pas me soumettre à des ordres ou à une autorité. Donc, les modèles là qu'on est en train de vivre, le modèle qu'on est en train de vivre, c'est un modèle qui interroge des fondamentaux de société très lourds. La question de l'autorité, la question de la liberté, la question, voilà, il y a des sujets très très forts qui sont soulevés par ce que nous vivons. Et pour toutes les entreprises, la question est de savoir comment maintenir la performance. Alors, il y a plein d'entreprises qui continuent d'être très performantes économiquement, dans leur ratio de gestion, dans ce qu'elles redistribuent à leurs actionnaires, à leurs salariés, etc. Elles sont très, très performantes parce qu'elles ont des marques, des produits, des marchés qui sont actifs. À partir du moment où vous êtes sur un cycle de vie de produit un peu mature, un marché plutôt vieillissant, ces sujets-là sont fondamentaux. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas pour les autres, je dis juste qu'ils passent en premier. Ils sont fondamentaux, ils deviennent fondamentaux. Parce que la transformation de l'entreprise, l'innovation qui est recherchée, le virage, le pivot, vous l'appelez comme vous voulez, ça va être vécu par les gens. C'est eux qui vont le faire. Nous, direction générale, on va infuser, insuffler, dire il faut. Oui, il faut. Là, c'est l'injonction de la direction. Mais ensuite, il y a les équipes qui doivent le réaliser dès le lendemain. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour opérer ce virage tout en respectant les conditions que nous rappelle le législateur, un renforcement sur la loi de santé-travail qui dit on forme mieux nos élus, on a un suivi renforcé de la santé au travail. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que nos collaborateurs vont avoir plus régulièrement des entretiens avec la médecine du travail. Qu'est-ce qui va ressortir de ces entretiens à votre avis? Qu'est-ce qui va être interrogé? Tout ce que Béatrice vous a dit avant. Et les sujets de fond qu'on retrouve dans les conflits, dans les tensions qui ensuite se cristallisent sur des objets, la rémunération et d'autres, viennent toujours d'insatisfaction, de frustration qui ne sont pas traitées. Pourquoi? Parce qu'il y a un désinvestissement, justifié, justifiable ou non, de ces deux verbes-là qui sont en face de vous, qui sont des choses ancestrales. C'est presque honte. Mais parfois c'est dans les choses les plus anciennes que se trouvent les récits les plus passionnants de l'humanité, dans la capacité à accompagner son équipe et son collaborateur et à écouter ce qui se passe sur le terrain au quotidien. C'est basique, mais nous sommes invités à être un peu plus fins et un peu plus psychologues dans notre façon d'appréhender les choses. Pourquoi? Parce que je voudrais revenir sur ce modèle qui me semble être fondamental et à expliquer à chaque collaborateur dans chaque entreprise. Le travail, c'est pas juste le travail. Le travail, il est prescrit. Le travail, il est vécu. Le travail, il est réalisé. Le travail, il est réel. Et il y a risque, tension et difficulté face à la performance lorsque le travail prescrit, ce qui est l'injonction de l'entreprise, la fiche de mission, les objectifs, le travail réel, ce que la personne fait vraiment, le travail perçu et le travail vécu s'éloignent chacun. Alors qu'on parle d'un même objet et finalement d'une même personne, mais avec son manager qui perçoit des choses, lui qui a vécu des choses, l'entreprise qui attend des choses, et en réalité, voilà ce qui s'est passé. Et plus vous allez vivre un étirement de ces 4 dimensions du rapport au travail, plus les risques vont apparaître. Et pour pouvoir déceler ça, il y a
une façon très simple de le faire, c'est d'éduquer nos managers et nos collaborateurs. C'est pour ça que nous croyons très fort à l'empowerment, à ce mouvement généralisé de développement, de démocratisation de la puissance personnelle, qui permet à chacun de pouvoir parler de ça, de ce qui est sous vos yeux, de cette dissonance, de pouvoir parler du côté complètement éthéré et dysfonctionnant du travail prescrit post-crise. Ce qui est prescrit n'est plus cohérent avec les enjeux de nos clients, les enjeux de production dans l'usine ou les enjeux de l'équipe, parce qu'on n'a plus les mêmes moyens, plus les mêmes compétences. Ce que je vis doit être entendu et doit avoir un écho particulier, parce que je suis étiré, parce que c'est plus dur, parce que c'est pas parce que parfois je télétravaille que c'est plus simple de télétravailler. Ce que je produis réellement n'est peut-être pas à la hauteur de l'effort et de l'investissement que j'ai fait, burn-out ou bore-out, parce que parfois ce que je produis n'est pas à la hauteur de ce que je pourrais produire. Voilà. Donc ici, on est au cœur du dysfonctionnement que le législateur vise. Ça, c'est un modèle, fait partie des modèles fondamentaux en risques psychosociaux il y a une quinzaine d'années et qui continue d'être interrogé. Et lorsque les salariés vont aller voir le médecin du travail, vont aller voir un certain nombre de représentants, vont être interrogés dans les moments difficiles, c'est bien de cela dont il s'agira. Et donc, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Alors, je vais passer sur 2 slides parce que du coup, on va aller à l'essentiel parce qu'on est à 46 minutes et normalement, c'est 45 minutes. Les 3 nouveaux repères que nous voyons dans ce qui s'attend pour le moment à venir, c'est 3 choses essentielles que nous voulons passer comme idée. La première, c'est que la dimension psychologique et émotionnelle, ce qu'on appelle le psycho-affectif, est un nouveau repère essentiel pour tous les managers. Vous ne pouvez plus, on ne peut plus faire abstraction de ce sujet-là et il faut trouver les moyens de monter le niveau général dans l'entreprise en développant le sujet, évidemment, et le législateur nous l'impose et nous y invite très fortement, mais en augmentant aussi le niveau de connaissance et de compréhension générale des collaborateurs et des collaboratrices sur ces questions psychologiques et émotionnelles. Le facteur humain est déterminant pour les périodes à venir, déterminant. Le deuxième repère que nos managers doivent avoir avec cette loi QVCT qui arrive, c'est que nous avons une empreinte, on parle de l'empreinte carbone, et nos collaborateurs doivent comprendre quel impact ils ont dans le système et en quoi ils jouent, ils contribuent ou pas, et en quoi ils agissent sur les dysfonctionnements. On accompagne une entreprise aujourd'hui qui est sensibilisée à ce sujet et qui nous fait confiance sur cette idée que chaque collaborateur doit comprendre qu'il n'est pas toujours victime. C'est pas parce que je suis N-1 que je suis victime. Et que c'est pas parce que je suis N+1 que je suis bourreau. Et le N+1 devenu N-1 mécaniquement avec son chef ne devient pas et bourreau et victime. Donc il y a une prise de conscience généralisée à développer très fortement là-dessus. Donc augmenter le niveau général de tout le monde sur le sujet, prendre conscience de son impact, l'individualisation. On parle beaucoup de l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, le people-centric dont on parle dans les entreprises les plus avancées pour la guerre des talents, elle passe par ces sujets-là. Elle passe par le fait d'être éveillé en tant que collaborateur, quel que soit mon niveau sur les dimensions psycho-affectives de l'être humain, la mienne, mes collaborateurs, et donc je m'enrichis humainement. Elle passe par le fait de comprendre que je suis aussi acteur, c'est cette logique du colibri, je peux aussi faire des choses et je suis pas obligé d'attendre que tout descende. Et elle passe par un acte plus méthodologique, assez simple, mais extrêmement technique, autour de cet acte de rencontre, de dialogue, de parler ensemble entre Béatrice et moi, qui ne se fasse pas n'importe comment et qui ne se fasse pas dans la spontanéité la plus totale, mais qui se fasse de façon un peu méthodologique avec des capacités à savoir écouter vraiment ce que Béatrice dit, savoir prendre des notes de ce qu'elle me dit, savoir analyser son discours, savoir rendre à partir de ça pour pouvoir rendre un certain nombre de choses et surtout connecter les dimensions essentielles qui vont ressortir sinon dans tout ce qui nous attend
de conflictuel, de relations avec la médecine du travail, avec nos IRP, etc. On est en train de lancer tout un univers sur le management responsable chez Chronos et on en parle évidemment à nos clients et un certain nombre nous disent on prend rendez-vous avec vous là pour la rentrée parce que on a la médecine du travail sur le dos, on a machin, et pourtant on a fait plein de choses. Bah oui, on a fait plein de choses, mais ça redescend pas. Ça redescend pas et tout le monde n'est pas convaincu et tout le monde n'est pas équipé de choses simples. C'est pas le tout d'avoir des grandes incantations, des grandes infographies, des grands messages. À un moment donné, il faut apprendre à être meilleur dans la relation. Alors du coup, en conclusion, les 4 facteurs de réussite, de la performance au prisme de cette nouvelle loi santé-travail, eh bien c'est d'abord et avant tout l'engagement sincère de la direction. Je pense que vous avez entendu en filigrane de façon plus ou moins discrète notre lecture des choses. Voilà, il y a beaucoup de discours beaucoup de choses qui sont affichées, c'est normal, il faut communiquer, il faut attirer, il faut dire qu'on fait des choses. Si on les fait, c'est mieux. Et on sait très bien que quand la direction est profondément convaincue depuis la raison d'être jusqu'à l'observation sur le terrain de ce qui se passe de ses collaborateurs, qu'il y a un lien très fort entre les deux, on sait que c'est quand même plus efficace pour nous, les intermédiaires RH et cabinets, pour agir. Le deuxième élément essentiel pour réussir à maintenir ce niveau de performance économique, c'est d'aller chercher cette question de la santé psychologique de nos collaborateurs. La législation nous invite à le faire, mais on doit muscler, c'est le troisième point, on doit muscler nos équipes sur le sujet très fort. Et nous, on est convaincus qu'au même titre que d'autres compétences, la communication va devenir et deviendra une compétence dite stratégique, core competencies, une compétence qu'on ne peut pas laisser comme ça à l'interprétation de tout le monde et qui va un peu plus loin que de faire 2 jours de com ou d'assertivité et qui nécessite des accompagnements, de muscler tout le monde de façon plus forte sur ces sujets de compétences stratégiques. Et puis évidemment, le dernier point clé, c'est on met l'implication pour mettre l'engagement, on l'avait mis comme premier point, l'implication de tous, c'est-à-dire l'implication, c'est l'envie à donner à chacun de réussir ce chemin. Ça veut donc dire que le management n'est pas qu'une question de manager, et ça veut donc dire que nous, on milite très très fort pour embarquer tout le monde. À partir, la clé d'entrée, évidemment, c'est le management, mais aujourd'hui, avec la technologie et les moyens médias qu'on a, on peut monter tout le monde en compétences en même temps dans les équipes pour faire en sorte que cette question de la performance à maintenir, évidemment, dans un cadre législatif de plus en plus costaud, ne soit pas juste la problématique des DRH, de quelques top managers, des talents qui veulent se faire bien voir, des hauts potentiels qui cherchent une mobilité interne, mais qui soient bien en réalité le quotidien de tout le monde, parce que les retours sont exponentiels après pour l'entreprise. Voilà ce que nous avions à vous partager. Béatrice, peut-être as-tu quelque chose à rajouter pour conclure? J'ai trouvé ça super. Voilà, merci beaucoup. Il est de coutume, bien qu'on ait largement dépassé le timing, mais on a quelques minutes peut-être pour répondre à des questions ou que vous puissiez partager sur le chat. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre présence, nombreuses et nombreux. Vous avez été quasiment 200 à suivre le webinaire et vous étiez plus de 800 à être inscrits, donc certainement du replay derrière. Et s'il y a des questions ou des remarques, eh bien, Cécilia va nous faire le plaisir de nous les transmettre pour qu'on puisse discuter un peu avec vous pour les quelques minutes qui nous restent. Bonjour à tous, donc voici quelques questions. Une première question de Céline. Comment faire alors pour démarrer cette démarche, car c'est le premier pas qui est le plus délicat, car il y a les managers et les collaborateurs qui sont coacteurs et leurs impacts respectifs sont tout autant importants. Donc, comment faire pour démarrer cette démarche, faire le premier pas? Alors, dans l'accompagnement des entreprises, dans les protocoles qui sont connus dans le milieu, il y a 2 façons de faire, top-down ou bottom-up. On peut faire de la com, c'est bien, c'est pas péjoratif. On peut lancer une opération, dire qu'on va faire des choses. C'est connu. La limite de ça, c'est qu'il faut faire très vite des choses et que les gens, comme il y a une sorte de message un peu national qui est passé, tout le monde attend et évidemment le réflexe c'est de pointer tout ce qui ne va pas fonctionner dès le lendemain. Notre approche bottom-up, c'est plutôt
monter des opérations un peu discrètes avec un patron un peu éveillé, une équipe un peu en difficulté, voilà, ou une BU qui est en recherche de performance et d'agir avec eux sans faire trop de bruit, évidemment, avec l'accord de tous les gens qui vont bien, et puis d'aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des preuves de concept, hein, des preuves que ce concept, cette idée, elle génère des choses. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met en place des protocoles de mesure d'impact qui nous permettent de faire, de toute façon, c'est un nouveau mot pour dire qu'on fait une évaluation de départ, on fait ensuite une évaluation longitudinale au fur et à mesure de l'accompagnement pour mesurer l'impact, la puissance de l'impact. Nous, on préconise plutôt des petites opérations discrètes parce que y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et un peu impulsées de façon marketing, législative, et donc quand on lance des grandes opérations, faut envoyer l'armée derrière. Des petites opérations discrètes avec des résultats. On aime bien aller chercher les indicateurs de performance parce que c'est le meilleur moyen de convaincre tout le monde. Et ces indicateurs de performance, évidemment, ils sont quanti et quali. Et dans le quali, on détermine ensemble ce qui est important pour vous. Et dans le quanti, on détermine ensemble ce qui est à atteindre pour vous. Question de Annie. N'est-ce pas encore une charge supplémentaire pour le manager? Bien sûr, Annie. Bien sûr. Mais quelle belle charge. Quelle belle charge. Et bien sûr que c'est segmentant et discriminant. C'est vrai. On le disait tout à l'heure avec Béatrice quand on était dans les backstage avant le webinaire, on se disait, punaise, tous les managers ne sont pas équipés pour ça et on leur demande en plus d'eux. Alors, il y a plein d'entreprises qui font des choses différentes là-dessus. Il y en a qui ont décidé de confier ça aux équipes RH ou à des facilitateurs, à des coachs, à des rôle modèles. Il y en a qui ont dit, non, tout le monde doit y aller, donc on monte d'un cran tout le monde. Il y en a qui ont décidé de ne pas s'en occuper et qui gèrent ça ensuite dans les prud'hommes ou avec la médecine du travail et avec des indicateurs RH. Voilà, c'est vrai, on ne va pas se le cacher. Si c'est une charge nouvelle, la question que nous, on doit poser aux DRH et aux DG qu'on accompagne, c'est au détriment de quoi? Qu'est-ce qu'on retire comme charge d'ailleurs? Ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, voire baisser comme charge au fur et à mesure que ça va être réussi? Et puis après, dernière remarque, Annie, de quelle charge parle-t-on? C'est pas tant en quantité qu'en intensité, en enjeu et en difficulté que cette charge. C'est une charge quali plus que quanti, me semble-t-il. Question de Amici. Comment réellement, concrètement impliquer les employés dans la démarche QVCT? Moi, je suis un fils d'enseignant et un petit-fils d'enseignant. Je crois beaucoup au savoir, à l'élévation du niveau général. Pas pour rien, je dirige Chronos, la transmission. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie. Et parfois, on a des raisonnements sur les plans de développement de compétences, anciennement plans de formation. Et c'est pour ça que l'empowerment, pour nous, est une approche très intéressante. On a des raisonnements un peu de caste. Voilà. Et si on donnait le meilleur à tout le monde? Et si on prenait le pari que les gens étaient capables de comprendre en étant, nous, pédagogues, sur les messages, sur la manière de les faire comprendre? Et aujourd'hui, nous, on a développé des solutions qui sont uniques en termes méthodologiques, hein, qu'on appelle les contenus miroirs, où sur un certain nombre de sujets, on a accompagné un bailleur social là-dessus sur l'île, sur le télétravail, on a fait monter sur des compétences communes, collaborateurs, managers en même temps. Parce que les enjeux sont communs, mais les compétences s'imbriquent. Donc, comment est-ce qu'on commence? On commence par travailler la tête. Et puis ensuite, on donne aux collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, on peut le faire vu les technologies qu'on a, à moindre coût, on donne la possibilité à tout le monde d'élever le niveau. Dit autrement, les collaborateurs de premier niveau dans un entrepôt logistique ou sur un chantier, pourquoi n'auraient-ils pas droit au niveau de connaissances auquel ont accès un certain nombre de leurs managers? Alors, il faut peut-être le dire autrement, il faut peut-être le rendre plus accessible, ils n'ont peut-être pas tous le même niveau d'abstraction, etc. Mais pourquoi n'y aurait-il pas droit? Et quel est le présupposé qu'il y a derrière? Et aujourd'hui, technologiquement, on peut le faire à des moindres coûts et on peut prendre ce pari de fertiliser un maximum. Il est fort à parier, et nous, c'est ce qu'on voit, et on reconduit des opérations d'empowerment là-dessus, que quand on développe, on touche pas tout le monde, hein, c'est pas vrai, voilà, et ça prend pas sur tout le monde. Mais c'est évident, et ça, on vous l'assure que ça augmente, ça fait monter le niveau général de la mer, ça c'est sûr. Une question de Patrice. Comment l'autonomie peut-elle être mise en place dans des industries où les tâches productives sont sous cadence dans les lignes de production? Ouais.
Alors, nos amis japonais nous ont montré plein de choses là-dessus, hein, le Kaizen et autres méthodes Lean. Et dedans, il y a cette conviction que c'est celui qui fait qui sait. Et donc, il y a la philosophie de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas faire n'importe quoi dans son coin, c'est être capable d'agir en intelligence sur une situation et de pouvoir la régler tout seul sans avoir à se référer à quelqu'un, etc. Et évidemment, vous avez raison, l'autonomie d'un commercial qui fait son zoning, son routing n'est pas la même qu'un opérateur sur chaîne. On travaille avec un constructeur automobile près de Valenciennes, pour ne pas le citer. Sur voilà, évidemment, ils n'ont pas la même autonomie. Et quand on travaille avec ces managers-là, en revanche, quand en milieu industriel, on met en place des approches industrielles qui vont chercher la performance par le lean, etc., on se rend compte qu'il y a des tas de choses que les gens peuvent au quotidien régler par eux-mêmes. Mais ça dépend du style de management qui est dans l'entreprise, ça dépend des process industriels, ça dépend aussi du niveau de confiance. Et bien sûr que la période de transition, elle n'est pas simple et qu'elle est à accompagner. Parce qu'on ne dit pas du jour au lendemain, les gars, alors à partir de maintenant, autogestion dans l'équipe, les 3-8, vous les faites comme vous voulez, les plannings, vous les faites comme vous voulez, quand il y a une panne, machin, vous réglez comme vous voulez, moi, je vous fais confiance. Peut-être qu'on y arrivera un jour et que ce sera jamais comme vous voulez, mais ce sera dans un nouveau cadre, plus responsabilisant et plus valorisant pour tout le monde, qui donc permet d'accéder à de la performance. Parce que quand tout se régule au quotidien sur la tâche, c'est la performance et la solidité de l'entreprise qui gagnent. Ensuite, une remarque d'André qui demande ce que vous pensez de la mise en place de robots RPA qui vont réduire des tâches fastidieuses pour les salariés. Est-ce que cela va avoir un impact André, c'est une question piège, hautement politique, et je ne me risquerai pas à faire débat. Évidemment, je répondrai comme ça, André, parce que j'aime beaucoup cette question, bien sûr. Lorsque tout devient possible, la question est de savoir ce qui est souhaitable. C'est pas de moi, mais je trouve que cette phrase, elle marche bien en ce moment. C'est Las Vegas parano. Tout devient possible sur tous les métiers, nous compris, sur la tech, la formation, machin. Qu'est-ce qui est souhaitable? Si c'est pour retirer des tâches difficiles, parce qu'il y a toutes ces questions autour de la retraite, de la pénibilité, alors ça vaut le coup de le tenter. Si c'est pour réduire des tâches, voilà, au profit de quoi en fait? La question c'est au profit de quoi? Certains proposent éventuellement d'avoir des entretiens avec un psychologue du travail ou un collaborateur. D'autres nous disent qu'il n'y a pas de hasard que les grandes écoles de commerce forment depuis quelques années des coachs professionnels pour soutenir les dirigeants et managers. Coachs professionnels qui feront demain partie peut-être intégrante de l'entreprise et de l'organisation. Alors, complètement d'accord. Juste un commentaire sur le sujet. Nous-mêmes, nous avons des coachs professionnels. Vous en avez 2 devant vous, au titre professionnel, c'est-à-dire certifié RNCP. On ne coache pas quelqu'un à son insu. Attention au grand mouvement de manager-coach, où on apprend à des managers à devenir coach. Alors, le coaching, Béatrice et moi, et tous les coachs qui sont connectés le savent, c'est un métier, c'est un protocole, c'est une façon. Et surtout, on ne peut pas le faire à l'insu de quelqu'un. Donc oui, il y a des coachs. Et mieux vaut qu'ils soient clairement identifiés au service dans l'entreprise et qu'on leur demande d'agir et qu'ils agissent de façon non masquée. Parce que les postures de coach ou à qui tu dis oui quand tu dis non, je te demande un stylo et je te réponds mais comment ça va dans ta vie, c'est un peu foireux et ça je pense que ça contribue largement au mal-être dans l'entreprise et à faire fuir les collaborateurs très pratico-pratiques de tout ce sujet parce qu'on vient l'engluer avec des choses qui ne sont pas maîtrisées et pas professionnalisées. Et pour terminer, une remarque de Philippe. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette charge supplémentaire va générer des gains exponentiels. Il faut en tant que manager avoir la conviction de l'intention à donner. Oh, super. Exactement, Philippe. Et encore une fois, la question, c'est sur quoi on va mettre le temps. Et puisque le numérique peut nous permettre de gagner du temps, toutes conditions égales par ailleurs, et on n'est pas en destruction d'emplois, etc. Du coup, ce temps, on peut le réinvestir sur quoi? Et là, il y a des mouvements de fond que vous connaissez, mais c'est tous ces enjeux d'innovation, de dynamique humaine, de service client. Voilà, on peut
En fait, vous le savez, c'est le tort en physique. Le tort, c'est cette bouée là, cette deux énergies contradictoires qui se réunissent et c'est ça qui fait circuler l'énergie. Le tort de l'entreprise, TORE, c'est ça. C'est évidemment qu'il y a la transformation digitale et numérique qui va, changer les métiers et donc du coup profitons-en pour investir encore plus la dynamique humaine interne-externe, donc la symétrie des attentions. Ça, ce sont les sujets qu'on accompagne évidemment et qui sont passionnants. On vit une période passionnante. Essayons d'en faire quelque chose moralement et avec éthique. C'est évidemment le combat tous les jours de Chronos sur l'accompagnement de nos entreprises. Bien, ça fait 1h04 que nous sommes avec vous. C'est passionnant. Vous êtes encore plus d'une centaine connectés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Béatrice. Merci, Cécilia, pour ce webinaire passionnant. On vous souhaite de belles vacances. Suivez-nous pendant les vacances. Inscrivez-vous à la newsletter. On va vous faire des petits conseils lecture inspirants, un peu RH tout l'été. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures passionnantes et cet univers du management responsable qui va se densifier chez Chronos. Avec vous, nous l'espérons. À très bientôt. Belles vacances à toutes et à tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.